Le trouble de la personnalité limite, ou comme on peut aussi le dire, le TPL ou même le borderline. J'aborde ce sujet sensible aujourd'hui avec le docteur, psychologue et clinicien Jean-Guy Rochefort. Restez là. Jean-Guy, bonjour. Bonjour. Alors, un sujet super intéressant ce matin, malgré que c'est quand même complexe. On va rester quand même à la surface, à la base, pour pas aller dans les termes trop médicaux et psychologiques que nos auditeurs ne pourraient pas comprendre. Commençons tout de suite, Jean-Guy, avec qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vouliez, en fait, on voulait parler de ce trouble-là aujourd'hui. En fait, lorsque j'ai parlé du trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité, j'expliquais que parfois, il y a des gens qui sont diagnostiqués à défaut avec un trouble de personnalité limite, alors qu'il y a un TDAH au départ. Et je trouvais qu'il y avait des distinctions à faire et peut-être des explications, des clarifications à faire. On a décidé de faire comme 3 émissions. On a fait la première sur le TDAH. Là, aujourd'hui, on va parler des troubles de personnalité et particulièrement du trouble de personnalité limite. Et lors de la 3e émission, on va aborder qu'est-ce qu'il peut y avoir comme certaines similitudes, puis qu'est-ce qu'il y a comme distinction entre les deux, puis peut-être plus aussi dans le processus d'évaluation, qu'est-ce qui est nécessaire pour une évaluation rigoureuse dans ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. On a fait la première émission sur le TDAH, qui a été fort appréciée par le public. Puis là, aujourd'hui, on va parler du trouble de personnalité. Est-ce que ça va? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Okay. On pourrait peut-être commencer, je ne sais pas si tu peux juste commencer par expliquer un trouble de personnalité, c'est quoi? Ouais. OK. Un trouble de personnalité, c'est quelqu'un qui a des difficultés sur 4 plans en particulier. Puis, avant d'y aller sur le trouble de personnalité, je vais juste expliquer que dans ma compréhension, dans ma façon, moi, de travailler, puis plusieurs spécialistes, il y a un continuum au niveau des personnalités. Alors, il faut commencer par considérer qu'on a tous notre couleur nous-mêmes et on a tous un mélange de traits de personnalité. Il y a 10 traits de personnalité dans ce qu'on appelle le mini DSM, qui sont les critères diagnostiques de l'American Psychiatric Association. Alors, on décrit, selon différents critères, 10 types de personnalité. Quand on évalue les gens, on va les évaluer sur l'aspect fonctionnel, c'est-à-dire, est-ce que sur 4 aspects particuliers, la personne a de la difficulté à fonctionner dans différentes sphères de sa vie? Les 4 aspects sur lesquels on va regarder avec la personne, il y a d'abord la cognition. Quand on parle de cognition, on va parler de la perception et la vision que la personne elle a d'elle-même, d'autrui et des événements. Le deuxième aspect, c'est l'affectivité. L'affectivité, on va parler de diversité, d'intensité, de labilité. La labilité, là, c'est la fluctuation de l'émotion et l'adéquation de la réponse émotionnelle. Le troisième aspect, c'est le fonctionnement interpersonnel et le quatrième, le contrôle des impulsions. Ces 4 aspects-là vont être évalués de façon rigoureuse par un spécialiste qui connaît l'évaluation rigoureuse, qui connaît quels sont les critères d'une évaluation rigoureuse, mais aussi qui est accrédité pour pouvoir évaluer les troubles mentaux. Alors, quand on évalue, on va évaluer l'intensité de ces 4 caractéristiques-là, entre autres, par différentes questions dans l'évaluation, et selon les impacts fonctionnels de la personne dans son quotidien, dans son rapport avec les autres, dans son travail, dans ses relations interpersonnelles et autres, c'est là qu'on va être à même de dire, est-ce que selon nous, il y a un trouble de personnalité ou est-ce que la personne a simplement des traits de personnalité et qu'elle fonctionne bien dans son quotidien?
Le continuum, on pourrait le regarder comme, supposons qu'on le chiffre de 1 à 7. À 1, la personne est très, très fonctionnelle. C'est très rare qu'on va avoir quelqu'un qui va coter à 1 sur une échelle. Et à 7, ça serait quelqu'un qui aurait un trouble de personnalité sévère. En plein milieu, on a 4, c'est-à-dire que la personne, dans différentes sphères, va bien fonctionner, puis dans d'autres sphères, va fonctionner moins bien. Et elle va être insatisfaite dans différentes caractéristiques. Quand la personne a un trouble de personnalité assez sévère, elle est plus ou moins consciente des différentes caractéristiques qui se passent chez elle. Et elle va attribuer assez souvent les problèmes qu'elle a à autrui. OK? Ça va être la grosse différence qu'on va faire entre quelqu'un qui a un trouble de personnalité et quelqu'un qui aurait un problème qu'on dirait dans les syndromes cliniques, c'est-à-dire une dépression, un trouble anxieux ou des problèmes de cet ordre-là. La personne est consciente qu'il y a quelque chose qui se passe chez elle qui est problématique. Alors, quand on évalue, on va faire la distinction entre les syndromes cliniques, les problèmes que la personne est consciente et ce qui est sur la personnalité. Alors, oui, tu as vu que j'avais une question, hein? J'ai failli lever la main comme à l'école. Correct. Quelqu'un qui serait à 7, Jean-Guy, est-ce que c'est le type de personne qui vit constamment avec l'impression qu'elle n'est pas normale, qu'il y a quelque chose de pas correct chez elle, ou puis que tout le monde est différent d'elle, mais en pensant que c'est elle qui a la bonne version, ou au contraire, elle le sait, puis elle le sait. Elle se sent un peu défectueuse. En fait, si quelqu'un avait un trouble aussi sévère que ça, il y aurait d'autres symptômes aussi qui accompagneraient. Oui. Il y aurait des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, il y aurait d'autres choses qui feraient en sorte que la personne serait vraiment pas bien dans sa peau, dans ses émotions, dans son affectivité. Okay. Parce qu'elle ne pourrait pas, avec un gros trouble de personnalité sévère, ne pas avoir d'autres choses qui l'accompagnent. D'ailleurs, ce que je pourrais vous dire, d'ailleurs, par rapport à ça, ça ne sera pas long, je vais vous sortir ça. On va retrouver dans les différents comorbidités qu'on appelle. On appelle ça des comorbidités. Quand la personne a un problème de santé mentale assez important, puis qu'il y a d'autres pathologies qui l'accompagnent, on va appeler ça des troubles comorbides. Dans les troubles comorbides, on va retrouver troubles bipolaires, hein, ce qu'on appelait avant ça la maladie maniaco-dépressive, troubles de l'anxiété, de la dépression, des troubles somatoformes. Les troubles somatoformes, c'est ce qu'on appelait anciennement des troubles psychosomatiques. C'est des troubles réels qui sont physiques, qui relèvent de problèmes psychologiques chez la personne. Alors, c'est une nouvelle voie pour la détresse d'un individu de sortir à travers la personne et ça va sortir de façon physique, organique. Il va y avoir des troubles liés à l'abus de substances et des troubles alimentaires, conduite alimentaire. Ça, c'est les différents troubles qu'on retrouve assez souvent comorbides avec un trouble de personnalité. Il y a 10 types de personnalités qu'on va retrouver en 3 catégories. On va retrouver la catégorie du groupe A, qu'on va dire des personnes un peu étranges ou excentriques. Dans ça, on va retrouver la personnalité paranoïde, des gens qui sont beaucoup méfiants et suspicieux. On va retrouver la personne schizoïde, qui a un désintérêt pour les autres, qui est plus froide dans son ressenti, dans son contact avec elle-même au niveau des émotions. On va retrouver aussi la personnalité schizotypique, qui a des idées, des comportements bizarres ou excentriques. Dans l'autre catégorie, la catégorie B, on va retrouver les gens qui sont plus excessifs, émotionnels, un peu théâtraux des fois. Dans ça, on va retrouver la personnalité antisociale, des gens qui sont plus irresponsables sur le plan social, qui ont le mépris vis-à-vis des autres, qui font beaucoup de tromperies, de manipulation des autres à des fins personnelles. On va retrouver la personnalité histrionique, qui recherche beaucoup d'attention, qui a une difficulté dans sa régulation émotionnelle. On va retrouver la personnalité narcissique. La personnalité narcissique, c'est quelqu'un qui a beaucoup besoin d'admiration
qui a un manque d'empathie et qui a une vision exagérée de sa valeur personnelle. Et on va retrouver le borderline. Le borderline, c'est quelqu'un sur lequel on va retrouver un vide intérieur, une part de l'abandon importante. Elle va avoir consciemment ou inconsciemment une recherche d'indices qui indiquent qu'elle pourrait se sentir abandonnée constamment dans ses relations. Les relations vont être instables, elle va avoir de la difficulté à contrôler ses émotions et du comportement impulsif. La personnalité borderline, je vais juste terminer la troisième catégorie pour revenir à la borderline. Dans la troisième catégorie, on va voir les personnalités plus anxieuses. On va retrouver dans ça la personnalité dépendante, hein, qui est soumise, qui a besoin d'être prise en charge, la personnalité évitante, qui évite les relations personnelles par crainte d'être rejetée, puis la personnalité obsessionnelle compulsive, qui est perfectionniste, rigide, obstinée, rationnelle. Mais la personnalité obsessionnelle compulsive, on en retrouve chez beaucoup de spécialistes, chez beaucoup de professionnels qui sont perfectionnistes. Et ça ne veut pas dire que ces gens-là ont un trouble de personnalité. Ça veut juste dire que c'est des traits qui sont peut-être essentiels pour faire ce type de travail-là. Si on revient à la fameuse personnalité borderline, je vais quand même vous nommer certains critères qui sont liés à la personnalité borderline parce que c'est très caractéristique, ce type de personnalité-là. Mais juste une question, Jean-Guy. Toutes les personnalités que tu viens de nommer peuvent être des diagnostics reçus, mais dans le sens où il faut quand même que ça l'affecte, ça ait un gros impact sur la vie d'une personne, mais comme le trouble obsessionnel compulsif, on peut l'avoir sans nécessairement que ça résulte à un diagnostic à la fin parce que l'impact sur la vie n'est pas immense et négatif, c'est ça? Oui, puis quand tu dis que ça résulte à un diagnostic, moi je dirais que ça résulte à un trouble mental qui est diagnostiqué. OK? Ouais. Alors, ça veut dire, comme je disais tantôt, c'est parce qu'il y a des impacts sur le plan fonctionnel. Quand on parle de personnalité borderline, il y a plusieurs études dans les dernières années qui ont démontré qu'il y avait aussi une étiologie organique ou neurologique. Ce que ça veut dire, mes gros termes, là, ça veut dire qu'on a découvert qu'il y a aussi une partie d'hérédité qu'on va retrouver chez la personnalité borderline. Contrairement aux autres troubles de personnalité, celle-là en particulier, il peut avoir des attributs qui sont comportementaux, qui sont environnementaux, qui sont aussi neurologiques chez cette personnalité. Puis c'est pour ça qu'il y a des programmes qui existent à travers le Québec de traitement, des traitements intensifs qui sont donnés particulièrement pour les troubles de personnalité limite. Pourquoi? Parce que dans ce trouble de personnalité-là, il va y avoir un besoin d'organisation de services de plusieurs intervenants et de plusieurs types d'interventions. Alors, dans les programmes, par exemple, à Québec, si je prends le programme de traitement sur 2 ans, ils vont spécifier à la personne qui entre dans le programme que si elle fait des acting out, un acting out, ça veut dire elle s'automutile, elle fait une tentative de suicide ou autre, elle n'est plus fonctionnelle du tout, elle est en crise continuelle et on doit l'hospitaliser. Il faut qu'on puisse avoir un plateau médical pour pouvoir encadrer et aider cette personne-là qui est en grosse détresse. Alors, c'est des gens qu'en cabinet privé, à part certains spécialistes à Québec qui sont en contribution avec des milieux hospitaliers ou avec des équipes spécialisées, il y a moins de gens qui vont suivre des gens qui ont un trouble de personnalité limite sévère parce qu'ils vont être trop isolés comme intervenants pour pouvoir aider adéquatement ces personnes-là. Il faut travailler en collaboration quand on veut bien aider ces types de personnes-là. Alors, c'est ça la particularité. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve en particulier chez la personnalité borderline? On va retrouver, comme je le disais tantôt, beaucoup d'efforts pour éviter les abandons réels ou imaginés. Alors, la personne va des fois imaginer qu'on va l'abandonner
à partir de simples aspects en thérapie, par exemple, ça serait possible que la personne, si j'interviens moins, que je parle moins comme psychologue avec le client, elle va se sentir abandonnée par le fait que il y a des silences et elle va craindre que je suis en train de l'abandonner. Alors, c'est pas ça qui se passe parce que on sait que le silence, c'est un espace qu'on habite à notre façon. Si on est sécure à l'intérieur, on ne se sent pas menacé par le silence. Mais ces personnes-là vont trouver très difficile des périodes de silence en thérapie. Aussi, on va regarder le mode de relation. Les modes de relation interpersonnelles sont instables et intenses. Il y a des positions d'alternance chez les personnes borderline entre de l'idéalisation de l'autre, mais aussi de l'idéalisation d'elle-même et des périodes de dévalorisation. Et la personne va faire ce qu'on appelle du clivage. Alors, c'est tout blanc, tout noir. Il n'y a pas beaucoup de zones grises et de nuances. Et à cause de ça, la personne va vivre des périodes de grande détresse parce que quand elle se sent dévalorisée puis qu'elle idéalise l'autre, c'est très, très difficile pour son estime à elle. Il faut comprendre aussi que ce fameux clivage-là, il se passe à l'intérieur d'elle, où elle se promène entre de l'idéalisation et de la dévalorisation, et il se passe de façon externe, où elle se compare à l'autre. Et là, il y a le clivage aussi par rapport à l'autre. Alors ça, c'est un autre aspect qu'on va retrouver la plupart du temps. Ensuite, il va y avoir une instabilité marquée de l'image ou de la notion de soi, ce qu'on appelle la perturbation de l'identité. Il va y avoir de l'impulsivité dans au moins 2 domaines chez la personne. Alors, ça peut être des dépenses, de la sexualité, de la toxico, de la conduite automobile dangereuse, des crises de boulimie qu'on va retrouver. Il va y avoir répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires ou d'automutilation. On va retrouver de l'instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur, de l'irritabilité intense, des périodes plus dépressives, un sentiment chronique de vide. On va le retrouver particulièrement chez ces gens-là. Alors que le vide, c'est un concept sur lequel on pourrait discuter longtemps. Il n'est pas pareil pour personne. Ben, c'est-à-dire que le vide, c'est pas tout le monde qui sent un vide. Comment est-ce qu'une personne en vient à dire « je ressens un vide » alors qu'un vide, c'est rien. Je ne peux pas sentir un rien, mais la personne interprète quelque chose à l'intérieur d'elle-même qui est vide, qui a besoin d'être rempli. Ouais, c'est comme un morceau manquant au puzzle, tu sais, un morceau manquant de casse-tête. Alors, c'est pas tout le monde qui ressent ça, qui interprète ça de cette façon-là. On va pouvoir retrouver aussi des colères intenses, inappropriées, une difficulté à contrôler la colère chez ces personnes-là, puis des situations de stress, d'idéation persécutoire. Les gens m'en veulent. C'est comme près d'un épisode psychotique parfois même. Chez certaines personnes qui ont un TPL assez sévère, le contact avec la réalité, par courte période, on peut le retrouver où on se pose la question si la personne est encore en contact avec la réalité, selon les interprétations qu'elle se fait des situations qui sont très, très imaginées. Fait que vous voyez que ces caractéristiques-là sont très particulières, puis que quand on fait l'évaluation de quelqu'un qui pourrait avoir un TPL, ça prend une évaluation très rigoureuse. Il faut aller en profondeur. On ne peut pas dire que quelqu'un a un TPL en une demi-heure et en 1 heure. Parce que là, on va se fier sur une des caractéristiques. Puis d'ailleurs, dans les colères intenses ou dans l'impulsivité, c'est là où on pourrait faire une erreur diagnostique avec le TDAH. Parce que dans le TDAH, on retrouve cette partie d'impulsivité-là qui est liée à une condition neurologique chez la personne. Moi, je vais préconiser, puis je vais en parler dans la 3e émission, je vais privilégier que quand la personne arrive avec beaucoup d'éléments, beaucoup de caractéristiques liées aux problèmes d'attention, qu'on commence par faire des tests de dépistage et d'évaluation pour voir s'il y a un TDAH qui est présent.
Puis s'il y a un TDAH qui est présent, avant de se prononcer sur ce qu'on appelle l'axe 2, c'est-à-dire d'évaluer un trouble de personnalité, prenons le temps de faire un traitement cognitivo-comportemental du TDAH avec le développement de différentes stratégies. Puis si, suite à ce travail-là, l'impulsivité diminue, est beaucoup mieux gérée, les colères diminuent, puis que la personne, avec ses stratégies, a un fonctionnement qui s'est amélioré de façon importante, il est très possible que là, on n'observe plus de comportement déviant ou problématique au niveau de la personnalité. Fait que moi, je préconise vraiment qu'on travaille sur le TDAH pour commencer, puis après, dans un deuxième lieu, ou même pendant qu'on fait le traitement du TDAH, on est à même d'observer différentes caractéristiques qui vont nous indiquer qu'il y a peut-être aussi un trouble de personnalité en plus du TDAH. Mais moi, c'est l'ordre dans lequel je vais travailler quand je fais le travail d'évaluation. Et Jean-Guy, en 2 minutes et moins, là, je sais que c'est serré, mais on a déjà un peu. Est-ce que ça se traite, un TPL? Oui, ça se traite, un TPL. Et je pourrais vous dire qu'en cabinet privé, quand les gens ont une intensité de symptômes qui est de léger à modéré au niveau de la personnalité borderline, ça se traite bien. Je ne dirais pas que c'est quelque chose qui va se traiter en 12 rencontres en thérapie brève, mais c'est quelque chose qui, sur quelques années, puis pas toujours à toutes les semaines, là, on va être capable d'aider la personne parce que là, la personne qui a un trouble léger à modéré, elle a une capacité d'introspection, de recul, d'analyse qui va permettre la capacité de faire une psychothérapie. Quand les symptômes sont beaucoup plus sévères, puis que là, on a de l'automutilation ou des idéations suicidaires importantes, là, ça prend le programme plus spécialisé qui se donne par l'entremise des évaluations de CLSC et par la suite, ils vont référer vers ces programmes de traitement spécialisés. Jean-Guy, merci. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent que vous pouvez aller visionner la capsule, le podcast uniquement sur le TDAH. Et après ça, vous pouvez aller écouter celle qui combine les deux diagnostics, soit le TDAH et le TPL, qu'on va aller démystifier un peu la différence entre certains points. Merci énormément, Jean-Guy, pour ton temps et tes multiples connaissances super intéressantes. Oui, et n'oubliez pas le livre, peut-être. Oui, je vais le montrer. Oui. Je vais le montrer à l'écran. Excellent. Alors, blessure psychologique du Dr. Jean-Guy Rochefort, psychologue clinicien, chez Béliveau Éditeur, où vous avez vraiment une multitude d'informations hyper pertinentes et intéressantes. Merci. Au revoir. Merci tout le monde.